Voilà, donc là c'est bon. Ben écoute, on va commencer du coup. Alors voilà, j'essaie de faire un petit open board là qui va permettre de tout revoir. Alors, déjà, je vais commencer par la partie acoustique si tu veux. Donc la partie acoustique, alors qu'est-ce qu'il y a à savoir déjà? Ben, là j'ai remis sur cette diapo finalement tout ce que tu avais fait en seconde et en première sur les ondes sonores. Donc la première chose, c'est que les ondes sonores, c'est des ondes qui se propagent dans l'air, dans l'eau, etc. et qui vont à 340 mètres par seconde. Qu'est-ce que tu as appris aussi? C'est quoi les ondes sonores? En fait, c'est des ondes mécaniques. C'est des ondes mécaniques, c'est-à-dire qui ont besoin d'un milieu matériel pour se propager. Et tu vois, comme sur le dessin, là, par exemple, c'est les couches d'air qui se contractent et qui se dilatent de ma bouche, par exemple, jusqu'à ton oreille. Donc ça, on appelle ça aussi des ondes longitudinales. C'est-à-dire que la direction de propagation de l'onde, c'est la même, elle est parallèle à la direction de la perturbation. Ça, c'est ce que tu avais fait en seconde. Ensuite, en première, tu avais vu que le son, il est défini par sa fréquence et on dit aussi par sa hauteur. Donc, si tu as un son comme ceci, par exemple, il a 660 Hz, il est pas sinusoïdal, il est complexe. Et tu vois, tu avais fait en première que tu pouvais le transformer en transformé de Fourier et avoir différents pics. Et chaque pic correspondait à une fréquence. Je ne sais pas si tu te rappelles. Donc chaque pic, c'est ce qu'on appelle la fréquence des harmoniques. Et la plus petite, c'est la fréquence fondamentale, c'est-à-dire c'est celle qui donne la fréquence au signal. Et toutes les autres que tu vois ici, et ben en fait c'est des multiples de la fréquence du fondamental, c'est-à-dire que celle-là, ça sera 2 fois la fréquence F0. Celle-là, ça sera 3 fois la fréquence F0. Et c'est ça qui va permettre de définir la deuxième caractéristique du son qui est le timbre. Donc pour définir le timbre d'un son ou d'une note, et ben, la différence c'est que le spectre ici n'aura peut-être pas le même nombre d'harmoniques, ou chaque harmonique n'aura peut-être pas la même amplitude. Et c'est ça qui va définir le timbre d'une note. Et ensuite, dernière chose que tu avais vu en première, c'est la différence entre un son pur, qui est sinusoïdal, tu vois que tu as un seul pic, et un son complexe, comme celui-là, et là tu vas avoir plusieurs harmoniques, et non pas une seule. Et enfin, la dernière chose que tu avais vue, c'est quoi les sons audibles? Les sons audibles, ça va de 20 Hz à 20 000 Hz. En dessous, c'est les infrasons, au-dessus, c'est les ultrasons. Donc tu vois que de 20 Hz à peu près à 20 à 200 Hz à peu près, c'est des sons graves. De 200 à 2000, c'est des sons, on appelle ça médium. Et de 2000 à 20 000, c'est ce qu'on appelle les sons aigus. Je vous entends plus. Ah, tu m'entends plus? Allô, allô? Allô, attends. Ah, c'est bon. C'est revenu, c'est bon? Donc c'est bon, t'as entendu Oui. à peu près tout ce que je t'ai introduit? Je t'ai dit à 20 Hz. Alors oui, On parlait de la détermination de la fréquence. voilà, de 20 à 20 000, c'est le domaine audible. En dessous de 20, c'est infrason. Au-dessus de 20, c'est ultrason. Et entre 20 et 20 000, enfin non, pardon, entre 20 et 200, on appelle ça les sons graves. Entre 200 et 2000, ce qu'on appelle les médiums. Et entre 2000 et 20 000, c'est ce qu'on appellera les sons aigus. Ok? Donc ça, c'est tout ce que tu avais fait en seconde et en première. Alors nous, ce qu'on a fait cette année, c'est l'intensité sonore qui est liée à l'amplitude du signal. Alors comment est-ce qu'on définit ça? L'intensité sonore, ça se note I, et on sait que I c'est P, la puissance sonore, puisqu'on sait que P sur S, voilà. Donc P, c'est une puissance, parce qu'on sait que le son, ça transporte de l'énergie. Et on sait qu'une énergie par un temps, c'est une puissance sonore. Une puissance, ça se mesure en watts, et la surface traversée, c'est des mètres carrés. Donc ça veut dire que l'intensité, c'est des watts par mètre carré. Maintenant, donc cette intensité, on sait qu'elle est très grande. Elle varie de 10 puissance, on va voir moins 12, jusqu'à 1. Donc ça fait une échelle très 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 grande. Donc on préfère plutôt utiliser une autre grandeur qu'on appelle le niveau d'intensité sonore, qui se mesure en décibels avec un appareil qu'on appelle un sonomètre. Et la formule qu'il faut que tu retiennes,
c'est que grand L égale 10 fois log décimal de I sur I0. Donc I0, c'est 10 moins 12 watts par mètre carré, donc ça sera toujours donné. Ça, c'est pas à savoir. C'est ce qu'on appelle le seuil d'audibilité. Voilà, la plus petite. Et donc, I, par exemple, peut-être qu'en exercice, on te le donnera. Et là, à ce moment-là, il faudra calculer la valeur de L en décibels. Donc, n'oublie pas, si tu as une grandeur à calculer, n'oublie pas de mettre l'unité à la fin. Et fais bien attention, ça je vous l'avais bien dit, aux chiffres significatifs. Ensuite, si admettons que tu as un instrument qui joue avec une intensité I, mais tu en as un deuxième qui joue avec la même intensité, et bien le I, il va devenir, tu es d'accord, 2 fois I, si tu as deux instruments. Oui. Donc en fait, tu vas avoir grand L égale 10 fois log de, par exemple, 2 fois I sur I0. Tu vois, ça sera ça ta nouvelle formule si tu avais deux instruments. Alors après, on a vu une fonction. On a vu que log de A fois B, c'est log de A plus log de B. Je te la remarque, la formule, là, ici. On avait vu ça la dernière fois. On avait vu que log de... Je remarque ça, en fait. Comme ça, tu l'auras. A fois B. Et bien ça, c'est égal à log de A. Tu te rappelles de ça? Plus log de B. Donc en fait, ça tu peux le retrouver ici. C'est-à-dire que tu as ici, par exemple, on va dire que là c'est 2 à la place du N. On va dire que le 2 c'est le A. Et donc le I sur I0, ça sera le B. D'accord? Donc en fait, on a bien 2 fois I sur I0, donc ça fera log de 2 plus log de I sur I0 que tu trouves ici. Et comme c'est multiplié par 10, n'oublie pas le 10 devant. Et ensuite, on avait vu que si on remplaçait petit n par 2 ici, et ben ça fait que 10 fois log de 2, ça faisait combien le résultat? Je ne sais pas si tu te souviens. Et ben on avait dit que tu pourras vérifier avec ta calculatrice, ça faisait 3. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que 10 log de I sur I0, bah, c'est le L de départ. Et si tu rajoutes 2i, ça veut dire que ton niveau d'intensité sonore a augmenté de 3 décibels à la fin. Ça veut dire que tu vois, si tu joues la même note avec deux instruments au lieu d'un, eh ben, ton niveau d'intensité sonore au final aura augmenté de 3 décibels. Est-ce que tu te rappelles de ça? Oui. Voilà, donc ça c'est à bien retenir ça aussi. Est-ce que ça va là pour l'instant? Pour l'instant, oui. Ouais. Alors maintenant, la dernière chose à savoir, c'est quoi? Et donc là, on vient de voir cette formule. L égale 10 log de I sur I0. Donc on a bien des watts par mètre carré sur des watts par mètre carré. Et on a l'intensité, le niveau d'intensité en décibels. Maintenant, qu'est-ce que tu peux avoir? On peut te donner la valeur de L. On te dit, bah, tu as un son qui fait 90 décibels. Donc je rappelle que 90 décibels, hein, tu te rappelles, c'est le seuil de douleur. C'est la limite maximale pratiquement. Oui. Après, tu as au-dessus, mais au-dessus, on te brise le tympan après. Hein. On peut monter jusqu'à 110, 120, même 140 décibels. Et là, c'est vraiment la limite. Là, tu n'as plus de tympan. Hein. Donc voilà. Alors admettons que tu es 90 décibels. Et on va te demander calculer l'intensité sonore correspondant à 90 décibels. Ça veut dire qu'il va falloir appliquer la fonction inverse. C'est-à-dire cette fonction-là. Alors, est-ce que tu sais comment passer de ça à ça? Je vois pas votre souris, elle est restée bloquée. Ah, je sais pas, moi elle bouge, mais... Attends, L égale 10 fois log à I égale I0 fois 10 puissance 10. Voilà, alors comment est-ce qu'on fait pour passer de ça à ça? De l'expression de gauche à l'expression de droite? Et bien déjà, ce qu'on fait, c'est que le... I égale P sur 4 pi. Non, quelque chose comme ça. non, il faut se débarrasser du log. Toi, ce que tu veux, c'est le I. Tu vois le I qui est dans le log? C'est ça que tu veux. Donc si tu veux chercher le I, tu es d'accord qu'il faut que tu te débarrasses du logarithme décimal. Donc pour s'en débarrasser, qu'est-ce qu'on fait? Ben, tu vois qu'il est multiplié par 10.
Et ben, ce qu'on Oui, va faire, c'est que le multiplier par 10, là, on va faire passer le 10 à gauche. Donc ça veut dire qu'il va être divisé par 10 à gauche. Donc on va avoir L sur 10 égale log de I sur I0. Est-ce que ça va, ça? oui. Donc là, petit à petit, on arrive à isoler le I. Alors pour isoler le I, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut se débarrasser du log. Pour se débarrasser du log, la seule chose, c'est de prendre la fonction inverse du logarithme décimal. Et la fonction inverse du logarithme décimal, c'est la fonction 10 puissance. Donc ça fera ici 10 puissance, bah ici du coup L sur 10 à gauche égale 10 puissance, 10 puissance du log de I sur I0 à droite. Tu vois, j'ai juste fait ça. Oui. Et là, qu'est-ce que tu sais? Tu sais que 10 puissance log, qu'est-ce que ça donne? 10 puissance log, comme c'est les deux fonctions inverses. Le log, il est annulé quand il y a une puissance. Voilà. C'est comme si ça faisait 1. Donc, qu'est-ce qui va rester? Il va rester que I sur I0, ici, voilà, fois 1, du coup ça fera fois 1, égale 10 puissance L sur 10. Et comme moi je veux I, I sera égal à, le I0 tu le fais passer à gauche, donc il va donner I0 multiplié par 10 puissance L sur 10. Tu vois, le I0 il passe à gauche. Et tu retrouves l'expression qui est là. Est-ce que ça va? Alors maintenant, la dernière chose à voir sur ce cours, c'est la partie atténuation. Comment est-ce qu'on peut atténuer un son? Alors l'atténuation, c'est pareil, c'est en décibels. Toi, tu vas chercher à diminuer les décibels. Rappelle-toi l'exercice qu'on avait fait avec le concert en plein air. Donc là, l'atténuation, c'est quoi? C'est LI moins LF. Alors c'est quoi LI moins LF? LI, c'est le niveau d'intensité sonore, si tu veux, que tu avais au départ, moins le niveau d'intensité sonore que tu veux à l'arrivée. Et donc tu fais la différence, et là tu as une atténuation en décibels, ça veut dire que tu as une perte de décibels. Alors comment ça marche? Tu as deux façons de faire. Tu as soit ce qu'on appelle l'atténuation géométrique. Alors c'est quoi l'atténuation géométrique? C'est-à-dire que tu as un haut-parleur devant toi et tu t'éloignes. Donc si tu t'éloignes, tu es d'accord que tu vas avoir une atténuation sonore, qu'on appellera une atténuation géométrique. La question c'est, que va-t-il se passer si par exemple tu t'éloignes de 2 fois ta distance par rapport au haut-parleur? Alors on va essayer de voir qu'est-ce qui va se passer. On sait que l'intensité sonore, on a dit que c'était P, la puissance, tu te rappelles? Je t'entends plus à nouveau. Ah, allô, allô. Tu me dis quand tu m'entends. Allô, allô, allô. Est-ce que tu m'entends? Là, je rapproche plus le micro, ce sera mieux. Alors, rappelle-toi que I égale P sur S, c'est bien ça. Alors, on va supposer, ça sera donné, si on te le donne en exercice, que si le son se propage, on sait qu'il se propage sur une sphère. Et une sphère, qu'est-ce que c'est? C'est 4pi, on l'a vu ça, fois R au carré. D'accord? Maintenant, si tu t'éloignes de la source sonore, tu vas avoir une intensité que j'appellerai, mettons, I', qui sera égale à P sur, on a dit que si la distance D est multipliée par 2, ça veut dire que là, le rayon sera aussi multiplié par 2, tu es d'accord? Oui. Tu vois, je pourrais faire, voilà, ça c'est ton haut-parleur, soit tu es là, soit tu es là. Donc là, tu vois bien que tu as un rayon R ici, et si tu t'éloignes, je prends une autre couleur, tu auras un rayon, voilà, comme ça, 2 fois R. Est-ce que tu es d'accord?
Oui. Ouais. Alors du coup, qu'est-ce que je peux faire? Eh ben regarde, je fais la même formule, sauf que au lieu de marquer R au carré, qu'est-ce que je vais mettre ici? Fois De 0 au carré. C'est le rayon qui Fois change. 2R. Voilà, c'est ça. T'es d'accord? Alors, Oui. du coup, qu'est-ce qui va rester? Alors, il va rester ça. Il va rester P sur... Alors, il va rester donc 4pi. Alors, si on développe, qu'est-ce qui va rester ici? Ça fera fois. Alors, il y aura R au carré. Et qu'est-ce qu'il y aura d'autre aussi? Fois quoi aussi? Fois 2R. Non, mais 2 au carré, ça fait quoi? Parce que c'est 2R qui est au carré. Donc, qu'est-ce que ça fait 2 au carré? Donc, R au carré, ça fait R au carré. Mais 2 au carré, ça fait combien? Parce que tu as 2. Oui, donc ça fait 4. Donc, il faut que je rajoute fois 4. Est-ce que ça va, ça? Alors, regarde, Oui. qu'est-ce que tu constates? Tu constates que ce qu'il y a en rouge, là, ben, c'est quoi, ça? C'est quoi que je viens de t'entourer? Ça Moi, je ne vois pas entouré là. Je vois que vous êtes sur 2R en vert. Ah, C'est ça. d'accord, il y a un peu de retard alors. Tu me dis quand tu vois quand c'est entouré. D'accord. Je sais pas, est-ce que tu vois la partie entourée maintenant? Non, toujours pas. Ah, Mais vous parlez de 4pi fois 2R au carré qui est en vert, c'est ça? non, moi je parle de ce que je viens de te marquer après, c'est-à-dire P sur 4 pi r au carré que j'ai entouré. Ah, d'accord. Je sais pas si tu le vois. Je le vois, mais il n'est pas entouré. Ah, alors ce qui est en rouge, voilà. Tout ce qui est en rouge, qu'est-ce que c'est? Oui. On l'a déjà vu ça. Ce qui est en rouge, c'est ça en fait. C'est le I de départ. Le I lorsque tu es proche de la source. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu t'éloignes de la source, eh ben, l'intensité, elle a été divisée par... Par 2. Eh non, Par 4. par 4. Est-ce que c'est bon ça maintenant? Donc quand tu t'éloignes, quand tu multiplies ta distance par 2, tu divises ton intensité sonore par 4. Ça va ça? Oui. Alors maintenant la question c'est, est-ce que tu as beaucoup diminué ton niveau d'intensité sonore? Alors comment est-ce qu'on va faire ça? Si on s'est éloigné par 4, Ouais, le niveau de décibel a diminué. alors on va vérifier. Mais si on a le pouvoir l'entendre, ça veut dire qu'il y a toujours quand même une intensité. Et oui, alors il sera diminué de combien? Parce que la formule c'est ça en fait. C'est L' égale log de I' sur I0, c'est ça la formule. Oui. Mais qu'est-ce qu'on vient de dire? On vient de dire que log de I' sur I0, c'est quoi I'? Bah, I', c'est l'intensité. I sur 4, on vient de dire. Oui. Donc, eh ben, si j'écris ça comme ça, alors je peux marquer par exemple fois 1 sur 4, ça revient au même. Voilà ce qui va me rester en fait. Et alors du coup, qu'est-ce que je peux simplifier, enfin, comment je peux écrire cette formule maintenant? Bah, c'est comme tout à l'heure, j'ai log de A fois log de B. Et qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Qu'est-ce qu'on a dit? Log de A fois log de B, comment je peux l'écrire? Log de A fois log de B, log de A plus log de B. Bon, alors log de A, voilà, donc ça fera donc 10 fois log de I sur I0. Ça c'est log de A. Plus, tu m'as dit, 10 fois log de B. Alors c'est quoi le log de B là? Ça sera le... Donc je te le fais là. Là tu as le A. I sur I. Non, regarde. I sur I0. Non, I sur I0 c'est le... Voilà, c'est 1 sur 4 du coup qui va rester. Voilà. Est-ce que ça va ça? Oui. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que L',
égale, et ben égale 10 log de i sur i0. Ben, c'est quoi log de i sur i0? Ben, c'est le niveau d'intensité de départ. C'est le fameux 90 décibels que je t'ai dit tout à l'heure. Donc ça, c'est le L de départ. Mais alors, combien ça va faire, ça? 10 fois log de 1 quart. Hein. En gros, ça fait 10 fois log de 0,25. Ben, si tu le calcules, ça va te donner ça. Moins 6 décibels. Donc ça veut dire que L', le niveau d'intensité finale, moins le niveau d'intensité initiale, qu'on appelle l'atténuation, la différence de niveau d'intensité sonore, tu vois, L' moins L, sera égal à moins 6 décibels. Ça veut dire que lorsque tu seras éloigné de la source d'une distance double de celle de départ, ton atténuation aura baissé, ou le niveau d'intensité sonore aura baissé de 6 décibels. C'est bon pour la démonstration? Oui. Voilà, donc ça c'est une première façon. C'est une première façon de faire baisser le niveau d'intensité sonore. Après, il y en a une deuxième, c'est ce qu'on appelle l'atténuation par absorption. Tu te rappelles, on avait fait un TP là-dessus. On avait mis différents matériaux entre la source Oui. et le récepteur. Et on avait vu que... Bah, Comme avec oui. les panneaux de route, là. Voilà, donc on a vu qu'il y avait certains matériaux qui absorbaient plus que d'autres. Et de mémoire, il me semble qu'il y avait le verre, qu'il y avait le plexiglas et le bois, je crois, qui étaient de très bons absorbants. Oui. Voilà. Donc voilà comment faire pour diminuer le niveau d'intensité sonore. Est-ce que ça va pour cette partie? Voilà tout ce que tu as à savoir. Bon, tu vois, à peu près. Alors maintenant, on va passer à la partie diffraction. Donc la partie diffraction, la voilà. Alors les ondes, ça peut se diffracter. Alors pour se diffracter une onde, il faut une condition. Alors c'est quoi la condition? Ben, la condition pour qu'une onde se diffracte, je la marque ici. Est-ce que tu te rappelles? Qu'est-ce qu'il faut pour qu'une onde puisse se diffracter? Par exemple, une onde à la surface de l'eau, ou un laser qui puisse se diffracter. C'est quoi la condition? Un décalage de fréquence. Non, non, là tu confonds avec les interférences. Là je te parle de diffraction. Une source de chaleur. Non, il n'y a pas de chaleur là-dedans. Hein. J'ai jamais parlé de chaleur. Ben, regarde le dessin. Sur le dessin, tu vois que la lumière, elle traverse ici une toute petite ouverture. Donc la condition, c'est quoi? Ben, pour avoir une figure de diffraction, il faut que la taille de l'ouverture, qu'on appellera ici petit a, tu vois ma souris? Donc il faut que la taille de cette ouverture soit à peu près du même ordre de grandeur que la longueur d'onde de l'onde. Donc je la remarque, il faut que la taille de l'ouverture, petit a, soit du même ordre de grandeur que la longueur d'onde. Et si la taille est encore plus petite que la longueur d'onde, ben c'est encore mieux pour la diffraction. Il y aura une plus grosse diffraction. Est-ce que ça va, ça? Ça, c'est vraiment la condition. Oui. Alors maintenant, tu vois qu'avec un laser, tu obtiens une tache de diffraction. Et là, on a vraiment la figure de diffraction. On a une tache centrale très lumineuse. Et rappelle-toi, on avait des taches latérales sur les côtés qui étaient moins lumineuses. Alors, Oui. comment dire? Comment mesurer ce qu'on appelle θ, qu'on appelle l'angle de diffraction? Alors, on avait vu en TP, l'angle θ, qu'est-ce que c'est? C'est cet angle-là. Il est défini par cette distance que je te fais en vert, la distance de la fente à l'écran qu'on appelle grand D. Et puis, il est défini par cette distance-là.
cette distance, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on sait que cette distance-là, on l'avait appelée, nous, je sais plus comment, petit l, je crois. Et on voit ici qu'on a un angle droit. Donc, est-ce que tu vois bien, est-ce que tu visualises bien le triangle? Oui. Voilà, tu as bien un triangle rectangle. Donc, qu'est-ce que je connais comme côté dans ce triangle rectangle-là? La force, sa largeur. On connaît le côté du coup opposé. Ouais, on connaît la largeur de la tâche. Et qu'est-ce qu'on connaît dans ce triangle aussi? On connaît quel côté? Opposé ou hypoténuse? Opposé. Non, pardon, oui, opposé, mais est-ce qu'il n'y a pas notre côté qu'on connaît aussi? Moi, je connais grand D. Et c'est quoi grand D dans ce triangle-là? La longueur. Mais quel côté? Adjacent, opposé ou hypoténuse? Adjacent. Voilà. Donc, bah, t'as pas une formule que tu connais qui permet de relier l'opposé et l'adjacent? Que tu connais en maths? C'est quoi la formule trigonométrique, hein, qui permet de relier le côté opposé et le côté adjacent? C'est là j'ai oublié le nom. la tangente. La tangente. La tangente, qu'est-ce qu'elle te dit? Elle te dit que c'est côté opposé sur côté adjacent. Donc le côté opposé, regarde le dessin, c'est la moitié de la tâche centrale. Si la tâche centrale vaut petit l, et ben le côté opposé, ça sera, enfin le côté opposé, oui, ça sera la moitié de l sur 2. T'es d'accord? Ici, tu as la moitié de la tâche centrale, donc L sur 2, ça c'est le côté opposé, divisé par le côté adjacent. Et le côté adjacent, qu'est-ce que c'est? Tu viens de me dire? C'est D. Grand D. La distance fente-écran. Et qu'est-ce qu'on a dit en cours? On a dit que si l'angle est petit, ce qui est le cas ici, on sait que θ il est tout petit, ben, qu'est-ce qu'on peut dire sur tangente θ? On peut dire que c'est pratiquement égal à θ. Ça, il faut bien le savoir tout ça. Et puis après en TP, je t'ai fait faire tracer un graphique. Je t'ai fait faire un graphique lorsque petit a varié pour différents fils, rappelle-toi, ou pour différentes ouvertures, tu avais mesuré un θ différent. Et on avait trouvé que θ, tu avais trouvé une droite, et tu avais trouvé que θ était proportionnel à 1 sur a. Et le coefficient de proportionnalité, on avait trouvé que c'était égal à lambda. Tu vois, ça, il faut vraiment connaître cette formule-là, cette formule ici. Lambda, c'est la longueur d'onde, a, c'est l'ouverture, et θ, c'est l'angle en radian. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que si l'ouverture petit a, rappelle-toi ce que tu as fait en TP, si l'ouverture petit a est petite, eh ben, la fraction, elle sera comment? Grande ou petite? Grande. Et oui, elle sera grande. Donc, ça veut dire que ton angle θ, là, il sera très grand, il sera très large. Alors que si a est grand, la fraction est petite et θ sera tout petit. Oui. Ça va, ça? Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ben, rappelle-toi, en TP, il y en a qui ont utilisé un laser rouge, un laser vert et un laser bleu. Et ben, quand on a pris un laser de couleurs différentes, et ben, les tâches qu'on mesurait, là, les tâches L, ben, c'était pas pareil. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si lambda est grand comme le rouge, ben, comment sera θ? Et comment sera la tâche? Petit. Lambda, c'est au numérateur ou au dénominateur? Dénominateur. Hein? Lambda, Dénominateur. en haut, c'est le dénominateur, t'es sûr? Non, c'est θ au dénominateur. Et alors, moi, je te parle de lambda. Au nominateur. Il est au numérateur. Donc, si lambda est grand, θ sera si le Grand aussi. Voilà. Donc, ça veut dire que si tu prends une lumière rouge, le rouge, c'est une grande longueur d'onde. θ sera grand. Si tu prends du bleu, lambda sera petit et le θ sera petit. Donc, la tâche sera plus petite. Ça va, ça? Oui. Donc, voilà, déjà bien connaître ça, là, pour la diffraction.
Ça, c'est important à connaître. Du coup, la diffraction, comme tu viens de le voir, c'est un changement de direction de propagation, et c'est bien marqué de tout type d'onde. Là, on a parlé de la lumière, mais tu vois que par exemple, une onde à la surface de l'eau, ça marche aussi. Tu vois, regarde, tu as une onde qui est plane au départ, qui traverse une petite ouverture, et tu vois, ça donne un angle de diffraction ici. Ça fait des ondes circulaires à la sortie. Alors, tu vois, ça veut dire que là aussi, on a bien de la diffraction. Et alors, du coup, qu'est-ce qu'on constate? Ben, moi, je constate ça. Tu vois, cette distance, ça, c'est la longueur d'onde. C'est la distance entre deux vagues lumineuses. Ben, qu'est-ce que je constate? Moi, je constate que la longueur d'onde ici, tu vois, regarde, moi, je la retrouve ici. Donc, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une onde qui traverse une ouverture, elle conserve la même longueur d'onde avant et après l'ouverture. Tu vois, la longueur d'onde, elle ne changera pas, par contre. Par contre, qu'est-ce que je constate? Je constate que petit a, tu vois, je le fais en vert, je ne sais pas si tu vois bien. Petit a, c'est l'ouverture. Ben moi, je vois que l'ouverture, elle est bien du même ordre de grandeur que la longueur d'onde. Donc, c'est bien la condition de diffraction. Ça va toujours? Oui. Donc, voilà, il faut bien savoir la condition de diffraction. Alors maintenant, la diffraction, à quoi ça sert? Ben, on l'a vu en exercice. Ça sert par exemple en cristallographie pour étudier des cristaux. Ça sert en astronomie, par exemple, lorsqu'on a un télescope, on avait vu que ça pouvait limiter la figure, ça pouvait limiter la résolution. On sait que, par exemple, la diffraction, ça permet de lire des Blu-ray ou des DVD, des lectures optiques. Donc, en fait, il y a plusieurs applications possibles. Voilà. Et donc, là, on retrouve la formule θ égale lambda sur A à connaître. Celle de droite, elle n'est pas à connaître. Tu vois, cette formule-là, c'est pour les ondes lumineuses, mais cette formule-là, normalement, elle sera donnée si tu l'avais en exercice. Donc, toi, la formule qu'il faut que tu connaisses, c'est vraiment celle-là. Je te l'entoure. Ok? Voilà. Donc, voilà ce qu'il faut savoir sur la diffraction. Là, je t'ai tout résumé. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Voilà. Ensuite, on va passer à la dernière partie. Donc, la dernière partie, c'est les interférences. Alors, cette fois-ci, pareil, je démarre toujours. C'est quoi les conditions? C'est quoi les conditions pour avoir des interférences? Il y en a deux là. C'est quoi les deux conditions? Superposition de deux ondes. Oui. Alors, la condition, c'est que doivent avoir ces deux ondes en particulier? La même fréquence. Ouais, ça c'est la première condition. Alors ça veut dire même fréquence, on avait dit qu'elles étaient synchrones. Elles ont la même fréquence, donc elles sont synchronisées. Donc elles sont synchrones, elles ont la même fréquence, ça c'est la première condition. Et c'est quoi la deuxième? Elles doivent Tu dis elles doivent? cohérentes. Alors oui, cohérentes, c'est ça. Et alors qu'est-ce que ça veut dire le mot cohérent? Ça veut dire qu'elles doivent avoir un déphasage. Elles se superposent à un surpassage. Elles vont forcément se superposer, mais c'est pas ça. La deuxième condition, quand on dit qu'elles sont cohérentes, ça veut dire qu'elles ont un déphasage constant. C'est-à-dire qu'elles sont décalées toujours de la même façon. D'accord? Donc ça, c'est vraiment les deux conditions à connaître. Même fréquence synchrone, déphasage constant, cohérente. Et pareil, ça marche pour tout type d'onde, mécanique ou électromagnétique. Ok? Alors, maintenant que tu sais ça, tu m'as dit que les deux ondes se superposent. Mais si ça se superpose, on peut, on avait dit par exemple en lumière, avoir de la lumière ou avoir du noir, tu te rappelles? Oui. Alors, si par exemple les deux ondes se superposent et on a de la lumière, et bien comment on va appeler ce type d'interférence? Vous pouvez répéter, j'ai Oui. pas entendu. Imagine, tu as deux ondes qui sont cohérentes et synchrones et qui vont se superposer. Tu regardes un endroit particulier et tu vois qu'à cet endroit, il y a de la lumière. Alors, comment on va qualifier ces interférences? De constructif. Oui. Je te montre un exemple.
Tu vois le point A qui est là. Tu vois le point A sur la figure? Tu vois qu'il a l'intersection de deux vagues jaunes. Donc là, on voit bien qu'on a des interférences constructives. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au point A, l'amplitude de l'onde, elle est maximale parce qu'on a vraiment beaucoup de lumière. Et donc on dit à ce moment-là que les deux signaux sont en phase. Alors qu'est-ce que ça veut dire, deux signaux en phase? Admettons que tu as un signal toi, qui arrive en ce point comme ça. Donc ça c'est ton premier signal. Tu as un deuxième signal qui arrive comme ça. Alors est-ce que là tu vois que les deux signaux sont en phase? Oui. Alors pourquoi? Pourquoi ils sont en phase? Parce qu'ils coïncident. Parce que le maximum de l'un coïncide avec le maximum de l'autre. Le minimum de l'un coïncide avec le minimum de l'autre. Donc on dit bien qu'ils sont en phase. Ça va ça pour les signaux en phase? Et alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les deux signaux, ils arrivent comme ça, tous les deux, au même point, avec le même déphasage comme ça. Donc qu'est-ce qui va en résulter? Ça sera quoi finalement Oui, vas-y. Elles sont destructrices. Non. Là, elles seront pas. Non, elles ne peuvent pas être destructrices là. Tu viens de me dire qu'elles sont constructives tout à l'heure. Ah oui. Tu viens de me dire qu'elles étaient en phase. Alors qu'est-ce qui va se passer si les deux ondes se superposent là? Comment il va être mon signal? Maximal. Bah oui, ça va s'additionner en fait. Oui. Les deux maximums vont s'additionner, les deux minimums vont s'additionner. Donc qu'est-ce qui va rester au final? Bah, il va rester quelque chose comme ça, un signal 2 fois plus grand. Tu vois, les deux maximums vont passer au même endroit, les deux minimums vont passer au même endroit, et tu vas avoir un signal qui sera même amplifié comme ça. Et ça, c'est vraiment des interférences constructives. Est-ce que ça va? Oui. Alors maintenant, c'est quoi la condition? Quelle est la condition pour avoir des interférences constructives? C'est-à-dire pour que les deux sinusoïdes soient toujours en phase. Et bien en fait, la condition, c'est que pour que par exemple la sinusoïde rouge coïncide avec la sinusoïde verte, il faut que... Alors je te fais un petit dessin pour expliquer. Tu vois, tu as le point S1 ici qui va jusqu'au point A. Tu as le point S2 qui va lui aussi jusqu'au point A. Tu vois que les deux traits que j'ai fait en bleu ne sont pas à la même distance. Oui. Alors, ce que je t'ai dessiné, moi, c'est quoi? C'est S2A et S1A. Et tu vois qu'entre les deux, c'est pas la même longueur. Donc, tu es d'accord qu'il y a une différence entre les deux traits bleus. Oui. Alors, le plus grand, c'est quoi? C'est S2A moins le plus petit, S1A. Donc, qu'est-ce que c'est ça? Ben moi, ça, ce que je t'ai appelé en cours, delta. Delta, c'est ce qu'on appelle la différence de marche des deux rayons. Et alors, c'est quoi la condition pour avoir des interférences constructives? Ben, il faut que cette différence-là, delta, soit égale à k fois lambda. Je ne sais pas si tu te rappelles. K fois lambda, ça veut dire que k, c'est un entier positif qui peut prendre des valeurs de 0, 1, 2, 3, 4, etc. Et à ce moment-là, si k est un entier positif, k fois lambda, on aura forcément des interférences constructives. Ça va pour la première type d'interférence? Alors maintenant, le deuxième type. Alors c'est quoi le deuxième type? C'est ce qu'on appelle des interférences destructives. Alors où est-ce que tu vois sur le dessin des interférences destructives? Ben, tu vois, tu as le point B. Et le point B, eh ben, on est pile au niveau d'une zone noire sur le dessin. Est-ce que tu vois? Donc là, il n'y a pas de lumière. Là. C'est comme s'il n'y avait pas de lumière. Donc, s'il n'y a pas de lumière, ce sont des interférences destructives. Alors maintenant, pour avoir ça, c'est quoi la condition? Comment je dois dessiner mes deux ondes?
qui vont arriver au point B. Bah, mettons que la première, je la dessine comme ça. Ça, c'est ma première onde. Bah, à ton avis, alors André, comment est-ce que je vais dessiner la deuxième? Pareil. Eh ben non, si elle est pareille, elle sera en phase. Si elle est en phase, c'est constructive. Ah, avec un décalage. Ah, alors quel décalage? Eh ben, le décalage, ça sera la moitié d'une longueur d'onde, d'où l'1,5 qui est là. Alors c'est quoi la moitié d'une longueur d'onde? Ben, ça veut dire comme ça en fait. Quand l'un est maximal, le deuxième signal sera minimal. Tu vois? Et quand ensuite le premier signal sera minimal, le deuxième sera maximal, etc. Comme ça. Et là, on a ce qu'on appelle des signaux non plus en phase, mais en opposition de phase. Ce qui fait que si tu additionnes le signal 1 et le signal 2, bah ça sera quoi la somme des deux? Qu'est-ce que ça va donner? Le résultat de l'interférence. Oui, des deux signaux, là, quand tu additionnes les deux, ça va donner quoi en fait, la somme des deux? Comme c'est destructif, hein. L'amplitude de la vibration. Au final, elle sera comment cette amplitude? Minimale ou... Et oui, elle sera minimale. Et minimale, ça veut dire que quand l'un est maximal, l'autre est minimal. Donc si on fait la somme des deux, ben, on aura pratiquement ça. Ça sera nul. Il y aura plus c'est comme si on n'avait plus de signaux. Ça se compense, ça devient 0. D'accord? Alors c'est quoi la condition pour ne pas avoir de signal à la fin? Et bien en fait, il faut que delta, la différence de marche, alors je vais prendre une autre couleur, je vais le faire en noir. Donc tu vois, regarde, tu as S2B, tu vois la première distance, et là tu as, ah, et là je te les dessine en noir les deux, tu as S2B, je te le fais en noir, et tu as S1B, tu me dis quand tu les vois. Est-ce que tu vois les deux distances que j'ai dessinées? Non, je vois juste un trait bleu après le égal. Non mais sur la figure, là où il y a les vagues. Ah, c'est bon, il vient d'apparaître. Voilà. Donc tu vois les deux distances, S2B et S1B. C'est pas les mêmes. Donc ça veut dire qu'il y a un décalage. Donc il y a une différence de marche, que j'appelle delta. Donc delta ici, pour avoir des interférences destructives, ça s'écrira comment? Ça s'écrira K plus 1,5 fois lambda. Pourquoi? Parce que K, ça peut prendre, on a dit les valeurs de 0, 1, 2, 3, 4, etc. Mais ça veut dire que comme il y a 1,5 à chaque fois, ça voudra dire qu'on sera décalé d'une demi-longueur d'onde. Et si on est décalé d'une demi-longueur d'onde, on aura bien des signaux en opposition de phase et donc des interférences destructives. D'accord? Oui. Alors maintenant, voilà, donc là pareil, on voit bien que pour des ondes lumineuses, donc c'est la même chose qui est marquée, hein. Tu vois, delta L, c'est delta en fait. Donc delta égale K fois lambda ici pour des interférences constructives et delta égale K plus 1,5 fois lambda pour des interférences destructives. On le retrouve ici. Alors maintenant la question c'est si admettons que tu as un programme Python à compléter. On a fait un peu de Python. Par exemple si je te mets moi S1, c'est le signal le premier signal. Donc tu as bien vu que c'est des signaux qui ont des formes sinusoïdales. Donc par exemple, le premier signal, je vais l'écrire sous cette forme-là. A1 fois NP fois, alors c'est comme ça, sur le multiplier,
fois, mettons, cosinus de... alors, non, je vais mettre comme ça, de 2pi, toi ça on peut te le donner, 2pi fois t sur grand T par exemple. Voilà. Voilà. Donc, on va te demander de définir A1 égale, A2 égale, et T égale. Voilà. Donc, tu vois, tu as ton programme Python. Tu as tes variables. Donc, ça, on appelle ça des variables. Bon, je vais le mettre comme ça. Voilà. On va marquer que ça, c'est des variables. Voilà les variables. On va le mettre en plus petit. Voilà. Donc là, tu as 3 variables. Tu as une fonction, la fonction du premier signal. La question qui peut être posée, c'est quoi? C'est de trouver ça. Sachant que S3 correspond à la somme des deux signaux. Alors, voilà. Et moi, ce que je veux, c'est un signal. Ce que j'aimerais, moi, c'est un signal final nul. Voilà. Alors, comment je peux faire? Voilà. Comment tu vas compléter ton programme? Je vais enlever 2 fois pi et je vais laisser pi. T sur T. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Donc ça, S1, on n'y touche pas. Hein. On ne touche pas à S1. Hein. S1, c'est ta fonction modèle. C'est ton premier signal. Voilà. Et donc, alors ce que j'ai peut-être oublié de marquer comme variable, c'est par exemple phi aussi. Il y a un déphasage qu'on appelle phi. C'est aussi une autre variable. Voilà. Alors, comment tu vas écrire S2? Et comment tu vas écrire S3 du coup, pour avoir un signal nul à la fin? Donc ça peut être une question qu'on peut te poser. A1 fois NP plus cos. Alors tu dis A1 fois NP, oui, tu suis le modèle précédent. Alors c'est pas plus, hein, c'est un fois que pardon, c'est un multiplié fois cos. Oui. Fois pi fois t sur t. Et pourquoi tu enlèves le 2? Pour que ça devienne nul. Ah non, ça ne donnera pas nul si tu enlèves le 2. Si tu enlèves le 2, ça veut dire que tu vas... le 2, ça voudra dire que ça sera plus périodique. Donc tu auras ton signal 2 qui sera plus périodique, donc ça sera plus déphasé. Ça marchera plus. Il n'y aura plus d'interférence là. Donc ça, non, on n'y touche pas. 2 fois pi fois t, ça tu n'y touches pas. Et tu touches pas au grand T, puisqu'on a dit que grand T, c'est la même période des deux signaux. On peut prendre, je sais pas, je dis n'importe quoi, je vais prendre T égale, on va dire par exemple 1 milliseconde, par exemple, on va dire. On a le même T pour les deux. C'est bien ce qu'on a dit, hein, les deux signaux sont en phase. Enfin, on a dit qu'ils étaient, donc ils avaient la même fréquence, ces deux signaux, c'est bien ce que tu m'as dit tout à l'heure. Donc même fréquence, même période. Voilà. Oui. Mais maintenant, moi, je veux que je veux un signal final nul. Ça veut dire que je veux que ce soit destructif. Alors, qu'est-ce que je vais écrire? Il faut que... Alors déjà, pour que ce soit nul, alors ça c'est bien ce que tu as écrit, c'est que finalement A2 égale A1. Il faut avoir la même amplitude pour les deux signaux. Ça veut dire par exemple que A2 égale 2 par exemple, et A1 égale 2 aussi. Mais on écrira quand même A2 là. Donc tu vois, je rectifie. Oui. On mettra A2 au lieu de A1.
Mais il faut que A2 et A1 soient égaux. Il faut avoir la même amplitude des deux signaux. C'est-à-dire que il faut que ton premier signal soit comme ça, et il faut que le deuxième signal soit comme ça. En opposition de phase, on avait dit. Donc il faut, tu vois, que l'amplitude ici, là, soit la même que celle-là. Voilà. Là, tu as A1, là, tu as A2. Donc il faut que A1 et A2, tu vois, on va prendre les mêmes chiffres, 2 et 2. Il faut que ce soit la même. Donc là, voilà, ça c'est bon. Maintenant, comment expliquer le déphasage? Le déphasage, il vaudrait combien? On l'appelle comment? Un demi. Non, regarde tes variables. Regarde tes variables. Quelle est la variable qu'on n'a pas utilisée? Regarde tes variables. Quelle est la variable qu'on n'a pas encore utilisée? De quoi? Redis. Répète, André. Je vous entends plus. Alors je repose ma question. Quelle est la variable qu'on n'a pas encore utilisée? Est-ce que tu m'entends? Vous m'entendez ou pas? Oui, moi je t'entends, je t'entends. Moi je t'entends, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu m'entends? Allô André? Est-ce que c'est revenu? Allô, allô? Est-ce que tu m'entends? Moi je t'entends. Hein. André? Alors, hop. Oui, c'est bon. Voilà, moi je t'entends, il n'y a pas de souci. Ok. Alors, je reviens. Quelle est la variable qu'on n'a pas encore utilisée dans les fonctions là? De quoi le A2. A2, si, regarde, il est là. On l'a utilisé A2, hein. Il est là A2. C'est l'amplitude du deuxième signal. Donc, je répète ma question. T, on l'a utilisé, il est là. Ouais. Bah, du coup, c'est phi. Voilà. Et alors, où est-ce qu'on va le mettre, le phi? C'est lequel le signal qui sera décalé par rapport au premier? Ça sera le signal S2 qui sera décalé, déphasé. Donc ça veut dire que s'il est déphasé, on va rajouter plus, comment on l'a appelé le déphasage ici? Plus phi. Voilà. Tu vas rajouter un déphasage ici, qu'on appellera plus phi. Donc ça, c'est pour montrer que le signal 2 est décalé par rapport au signal 1. Il est déphasé de phi. Et maintenant, comment est-ce que tu vas écrire que S3 correspond à la somme des deux signaux? Bah, c'est quoi l'opération? A1 S1 plus S2. Bah voilà, tu fais juste la somme des deux. Tu fais signal S1 plus signal S2. Et là, tu as bien fait la somme des deux signaux. Et alors maintenant, on répond à la dernière question. Tu veux un signal final nul. Donc ça veut dire que tu as des interférences destructives. Donc qu'est-ce qu'on avait fait en TP là-dessus? Il fallait que le déphasage il soit égal à, rappelle-toi, il faut choisir pi, ou alors il faut choisir comment alors il faut choisir pi ou alors par exemple 2pi. Qu'est-ce que tu vas choisir plutôt? On l'avait fait ça en TP. 2pi. Et non. 2pi, ça veut dire que 2pi, ça voulait dire que les deux signaux étaient en phase. Quand on prenait 2pi, 4pi, 6pi, 8pi, on avait toujours des signaux en phase. Quand on prenait pi, par contre, les signaux étaient en opposition de phase. Donc là, en fait, il va falloir que tu choisisses phi égale pi.
Alors, voilà, ça s'écrira comme ça, en fait, pi, pi avec Python. Et là, le signal final sera nul. Et si tu veux avoir un signal maximal, bah, il faudra choisir phi égale 2pi. Est-ce que ça va, ça? Oui. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Alors, il nous reste à voir une dernière chose, c'est l'interfrange. Alors, tu te rappelles ce que c'est qu'une interfrange? C'est la distance qui sépare, par exemple, deux franges brillantes. Tu vois, regarde. On part de ça, on va ici. Tu vois, je prends le milieu de la frange verte au milieu de l'autre frange verte. Ou alors, je peux partir d'une frange sombre et je vais au milieu de la frange sombre. Ça fait aussi une interfrange. D'accord? Ah oui, c'est bon. Alors maintenant, ben, tu sais qu'une interfrange, c'est tout petit. C'est très difficile à mesurer comme c'est tout petit. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit? C'est quoi la meilleure méthode? Ben, la meilleure méthode, c'est d'en mesurer plusieurs. Donc, par exemple, tu vois, regarde, si je te dessine ça là, tu es d'accord que là, j'ai une interfrange. Oui. Là, je pars d'une frange sombre à une frange sombre. Ben, moi, ce que je peux dire, c'est que sur ma figure là, j'ai 1, 2, 3, 4. Je peux mesurer moi 5 interfranges. Est-ce que tu es d'accord? Oui. Donc moi, ce que je peux faire, je prends une règle, je mesure 5 interfranges. Admettons que je trouve, je dis n'importe quoi, hein. Je trouve, mettons, allez, 2 cm. Voilà, je trouve ça par exemple. Ce qui fait que I sera égal à quoi? « 5 interfranges égale 2 cm. Donc, une interfrange sera égale à combien? André, tu m'entends? Allô, vous Oui, m'entendez? moi je t'entends plus là. Enfin, tu me donnes pas de réponse. C'était 0,4. 5 divisé par 2, tu es sûr que ça fait... Enfin plutôt, oui, 2 cinquièmes. 2 cinquièmes, tu m'as dit que ça faisait 0,4, c'est ça? Donc moi, voilà. Alors maintenant, je vais te faire un truc. Si par exemple, moi je dis que ça représente en réalité 0,2 cm. Ça veut dire quoi? Je ne peux pas. Alors, comment je pourrais expliquer? Comment dire? Euh, En fait, on va dire que sur ton dessin, tu as une échelle. Oui. Qu'est-ce que c'est une échelle? Oui. Donc, par exemple, on va te dire sur ton dessin, 1 cm, mettons, représente, tu vois, tu as 1 cm, et 1 cm, en fait, en réalité, représentera, mettons, je dis n'importe quoi, hein, représente, je sais pas moi, 0,2, comme j'ai marqué, 0,2 cm en réalité. Tu vois? Donc toi, tu as trouvé, toi, 0,4 cm. Donc ça veut dire que ça, sur ton dessin, 1 cm représente en réalité, en réel, hein, 0,2 cm. Toi, sur ton dessin, tu viens de me mesurer que l'interfrange I était égale à 0,4. Donc l'interfrange, en réalité, elle voudra combien en réel, hein? 0,2. Non. Bah, tu fais un produit en croix. Tu sais faire ça, le produit en croix? Comment est-ce qu'on regarde 1 cm, en réalité, c'est 0,2 cm.
Toi, tu as trouvé 0,4. Ça fera combien de centimètres? Tu sais faire un produit en croix quand même. Oui. Regarde, tu fais comme ça là. Alors ça fera quoi le résultat final, hein? Dis-moi comment tu fais un produit en croix. 0,2 Oui, fois 0,4 oui. divisé par 1. Et ben voilà. Donc ça ferait combien ça? 0,2 fois 0,4 divisé par 1? 0,08. Ah non. Ben prends ta calculatrice. Oui, attends, parce que je dis moi. Oui, j'ai rien dit. Oui, non, c'est ça. C'est moi qui dis des bêtises. Donc ça fait, comme tu me dis, 0,08 cm. Donc voilà en réalité à quoi serait égal l'interfrange. Il faut bien tenir compte des échelles aussi. Oui. Ok? Donc voilà. Voilà en gros ce qu'il y a à savoir sur... Alors l'interfrange, ce qu'il y a à savoir, c'est quoi aussi? C'est ça en fait. I égale, c'est la formule qu'il faut que tu retiennes, lambda fois D sur A. Alors c'est quoi cette formule? Alors I c'est l'interfrange, lambda c'est la longueur d'onde, grand D c'est la distance de la fente à l'écran, t'es d'accord? Oui. Et petit a, petit a c'est la distance entre les deux fentes, qu'on avait appelé petit a tout à l'heure. D'accord? Oui. Alors pour résumer tout ça, moi je t'ai fait ça. Comme ça là tu as tout de résumé sur la carte mentale. Alors si je reprends tout ce qu'on a dit, diffraction, tu peux avoir de la diffraction avec des ondes, différents types d'ondes, avec des ondes mécaniques ou avec des ondes lumineuses. Tu vois que plus l'ouverture est petite, plus tu vois la diffraction, l'angle est grand. On le voit bien ici d'ailleurs. Donc on a bien θ égale lambda sur A. Et on a dit que c'était aussi égal à grand L sur 2D. Donc tu vois bien la formule qu'il faut retenir ici. La diffraction, tu peux avoir de la diffraction avec une fente ou avec un trou. Ça, on l'avait fait en TP. Et là, on a vu des photos avec un télescope, par exemple, pour voir une étoile avec son exoplanète, par exemple. Il y avait ce qu'on appelle le pouvoir de résolution. Et donc, voilà. Donc ça, c'est la diffraction. Donc ça, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Tu vois, donc plus la longueur d'onde est petite, ici, par exemple, là, tu as 0,5, plus l'angle est petit. C'est bien ce qui est marqué là, d'ailleurs. Plus lambda est petit, plus θ est petit. Et si lambda, tu as un son grave, lambda est grand. Si lambda est grand, θ sera grand. Tu vois, c'est ce qui est en rouge. Donc voilà, tout ça, c'est la diffraction. Les interférences. Alors, les interférences, tu peux faire des interférences avec de la lumière blanche. Ça fait de la lumière irisée. Donc les conditions, c'est quoi? C'est que la différence de marche égale k fois lambda pour des interférences constructives, ou alors k plus 1,5 fois lambda pour des interférences destructives, on avait dit. Pour des interférences, tu vois, il faut deux fentes. Il faut deux fentes séparées de petit a, qui sont distantes d'une distance grand D sur un écran. Et là, on a les tâches d'interférence. On a des interférences aussi avec des ondes à la surface de l'eau aussi. Et alors, donc, qu'est-ce qu'il y a à retenir? Il faut retenir la formule de l'interfrange, égale lambda fois grand D sur petit a. Voilà, tu vois, tu as tout de résumé. Toutes tes formules sont résumées sur cette carte mentale. Et voilà, je crois qu'on a à peu près tout revu, tout ce qu'il y a à savoir pour le contrôle. Est-ce que tu as des questions supplémentaires? Il y aura du Python, du coup, c'est ça? Ah, il y aura un petit peu de Python, oui, je te le cache pas. Donc, il faudra bien regarder tes exercices qu'on a fait avec Python. Hein. Oui. On a fait deux exemples avec Python. Tu regarderas bien tes exercices. Oui. Toute votre diapo, là, Oui. il est sur le network? Alors, ce que je viens de te faire là? Oui. Alors, ce que je viens de te faire, tu vois, regarde, je l'ai enregistré et je vais finir l'enregistrement et après je vais le mettre sur YouTube et après je vous l'enverrai sur le lien YouTube, je vous l'enverrai sur Pronote.
Tu pourras le dire à la classe en même temps si tu veux. Oui. D'accord? Donc voilà. Bah maintenant, tu vois, tu as tout ce qu'il faut pour bien réviser ton contrôle de mardi. Oui. Ok? Et pour le TP de lundi, Oui. je crois qu'il y a quelque chose sur le netboard, non? Pour le TP de lundi, il n'y a rien sur le netboard, parce que ce sera un TP évalué qu'on va faire. Ah, d'accord. Voilà, donc sur le netboard, tu regarderas, il n'y a que le cours qu'on a fait jeudi. Et il y a les vidéos. Il y a les vidéos du cours, si tu veux. Tu peux regarder les vidéos du C'est sur cours. la transformation à base. Voilà. Donc tu auras des vidéos. Et je crois que j'ai dû mettre 4 vidéos. Donc tu peux regarder, tu as 4 vidéos qui illustrent le cours. Voilà. Voilà ce que j'ai mis pour l'instant sur le netboard. Et après, je compléterai au fur et à mesure après le netboard. Ok? Oui. Bon, bah écoute, je vais arrêter l'enregistrement.